Je lance l'enregistrement. Ouais. C'est bon, je suis prêt. Parfait. Ok. Vous Au voyez top, toujours mon écran? parfait. Ok, nickel. Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être Bonjour. venus pour cette session donc matinale pour ceux qui sont aux horaires en fait de la France, en France, pas temps Paris. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous nos partenaires. En fait, sans eux, l'événement ne serait pas possible. Donc, un gros merci à tous les sponsors qui ont participé pour la mise en place en fait, de cet événement. Et surtout, un gros merci à toi, Shafik, pour l'organisation de cet événement qui devient maintenant quand même une référence annuelle sur la sensibilisation liée à la cybersécurité et surtout aussi à la cybercriminalité. Parce qu'on va voir que ces sujets-là, finalement, ils touchent tout le monde, que ce soit de la grosse PME, de la grosse entreprise, même au petit particulier avec son petit PC quand il va faire ses achats sur ses discounts ou Amazon. Donc, c'est très important de faire ce genre d'événement. Et encore une fois, un grand merci à tous les partenaires et également à Séchouage Technologies. Alors, le but de cette session aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer un petit peu comment construire une stratégie finalement de sécurité, Zero Trust. On va revenir là après sur le terme justement Zero Trust. Mais ce qui est important, c'est de vous montrer un petit peu comment construire on va dire une roadmap de sécurité dans des environnements hybrides, dites M365, basés en fait sur un modèle très précis et surtout basé sur deux choses qui sont très importantes aujourd'hui et qui deviennent de plus en plus en fait, finalement importantes. C'est la partie identité et vous allez voir qu'on va aussi marier l'identité au endpoint, parce qu'en fait, les endpoints aussi vont finalement participer à ce cocktail pour vous permettre d'avoir en fait une stratégie globale end-to-end, à savoir en partant des applications jusqu'aux données. Donc, et là, on va voir un petit peu le mythe à la réalité avec Jean-François. Donc, pour ma part, c'est Falat Agroud, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis donc le CEO de STC Consulting. Donc, j'ai créé ma boîte il y a 3 mois. Je suis Microsoft MVP, bien sûr, et je participe à pas mal d'événements, hein, pour ceux qui me connaissent, que ce soit l'AMS, que ce soit les AOS, que ce soit les Audit. Jean-François. Oui, bah moi, Jean-François Apréa, donc comme Céphala, donc j'ai 30-35 ans d'expérience dans les environnements Microsoft, anciennement IBM, et évidemment, je suis à fond sur les infrastructures hybrides. J'ai écrit plusieurs bouquins sur AD, sur Hyper-V, sur Virtual Machine Manager. Je fais beaucoup de conseils, beaucoup de POC autour des technologies hybrides, hein, évidemment Microsoft. Hein, et donc, un plaisir de partager, d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, en termes d'agenda, ça va être simple et concis. Finalement, on va voir, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va poser les briques de votre stratégie de Zero Trust, à savoir donc, les identités avec la partie accès conditionnel. Et on va voir un petit peu le mariage, comme je vous le dis, entre les identités, les endpoints, pour construire en fait ce modèle Zero Trust sur ce qu'on appelle un framework qui s'appelle Microsoft Defender, Microsoft 365 Defender, qui va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir se protéger. Mais attention, ce qui est important, c'est que le Zero Trust, ce n'est pas un outil. C'est là qu'on va le voir, c'est que ça reste quand même un état d'esprit. C'est-à-dire que peu importe l'outil que vous avez, ce qui est très important, c'est votre démarche et votre roadmap que vous allez construire de manière, on va dire, cohérente pour pouvoir rendre votre infra hybride sécurisé. Donc, on va passer par la protection des comptes à privilèges. On va voir également les comptes de récupération d'urgence, ce qu'on appelle les fameux prises classes. On passera également par tout ce qui est, ça Jean-François aime bien en parler, je laisserai, c'est tout ce qui est FI2.2 et passwordless, c'est très important pour la partie authentification, son password. Et puis on verra aussi quelques sécurités sur la partie core PC, donc ce qu'on appelle le chip to cloud, on va le voir un petit peu avec Jean-François également. Et puis on finira par ce qu'on appelle un into-do list et un plan d'action en fait, qu'on vous a concocté pour construire votre stratégie de trust de manière sereine et surtout pas à pas, chacun à son rythme, en 12 étapes. Alors. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant 2 ans, on a une grosse activité cybercriminelle
au niveau des entreprises. Alors, Céphala parlait il y a 2 minutes, bien sûr, d'un grand périmètre, c'est-à-dire que ça part vraiment du simple particulier qui surfe sur le web pour faire ses achats jusqu'à l'entreprise qui a besoin de collaborer, hein, parce qu'effectivement, on est en contact avec des partenaires, parce qu'on a de multiples sites, parce qu'on est aussi parfois en déplacement. Donc les usages font qu'au final, on a une forte exposition au risque et au risque cyber. Et le fait est que depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, en plus de tout ça, eh bien, les entreprises ont été obligées de mettre en place des solutions de collaboration pour pouvoir continuer de travailler en environnement, je dirais, hors site, hein, sachant que beaucoup des salariés étaient coincés à la maison avec les multiples confinements. Donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que non seulement on est dans une ambiance qui est très complexe, très compliquée au niveau de la sécurité, mais en plus, les entreprises ont dû s'ouvrir et non pas se protéger. C'est-à-dire qu'il y a un peu un paradoxe, parce que par la force des choses, on était obligé de collaborer, alors on a déployé, vite fait, bien fait, permettez-moi l'expression, des solutions pour permettre aux utilisateurs de continuer de travailler, d'être connectés entre eux. Donc, ouais, c'est vraiment un peu ça le problème, c'est que certainement qu'une bonne approche dans un deuxième temps maintenant, et déjà depuis un certain temps, c'est de faire le point. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on s'est ouvert, hein? Comment on a mis en place les connexions à distance, hein, et comment on a sécurisé tout ça? On va s'apercevoir que finalement, c'est les premiers retours en fait, hein. On a assez peu travaillé les aspects sécurité et on a surtout travaillé les aspects ouverture. Donc, c'est le constat de Satya Nadella de Microsoft. On sait comme cet homme est brillant en termes de stratégie et de clairvoyance, hein, mais aussi quand il s'agit de faire le point sur un état, il a souvent la phrase qui tue. Et donc, c'est tout à fait vrai. En 2 ou 3 mois de Covid, on a globalement réalisé beaucoup d'opérations, hein, et beaucoup de transformations numériques. Donc c'est là que maintenant, il faut se dire, OK, hein, mon client, il a de l'Office 365, il a du M365, hein, il a peut-être que du Teams d'ailleurs, parce que dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé. Ça peut être d'autres solutions, bien entendu, hein, comme Zoom et d'autres solutions. Mais maintenant, il faut dire, attention les gars, posons-nous et essayons de sécuriser tout ça dans un environnement qui est très, très hybride. Alors, Alors, Jean-François, est-ce oui. que tu pourrais nous parler un petit peu finalement d'où vient cette crainte de la partie Oui, ransomware, sécurité, etc. Et surtout, qu'est-ce qui fait que dans nos environnements, que les clients aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre malheureusement, qu'est-ce qui fait qu'on est très vulnérable finalement? alors voilà, tu as bien posé le problème, hein, Céphala. Qu'est-ce qui fait qu'on est très vulnérable? En fait, le problème, il est que on est tous, hein, à utiliser une technologie qu'on connaît, donc le système d'annuaire Active Directory, donc les services d'annuaire Microsoft Active Directory, et tout le monde sait que cette technologie qui a maintenant plus de 20 ans, hein, je rappelle que Windows 2000 est sorti le 17 février 2000. Évidemment, c'était une révolution à l'époque où c'est arrivé, mais pour toutes les raisons qu'on connaît, hein, la technologie a finalement non pas peu évolué, hein, parce qu'on connaît toutes les versions qui ont permis de rendre plus robuste l'Active Directory. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec Serveur 2022, juste avant Serveur 2019, hein, on était dans un environnement où le code est de plus en plus sécure. Mais le problème, c'est tous les protocoles qu'on doit utiliser dans les environnements de production pour faire en sorte justement que les applications puissent fonctionner normalement. Et le fait est aussi, on en touchera un mot, comment dire, qu'aujourd'hui, on va avoir deux grandes approches, des applications modernes dans un environnement moderne qui utilise des protocoles modernes. Et le moderne, on l'écrira sans le E, hein, le moderne au sens américain du terme. Donc, tous ces nouveaux fondamentaux modernes sont utilisables par des applications modernes et c'est ça qu'on a envie de proposer à nos clients, c'est de leur dire, hey, arrêtez d'utiliser, essayez de moins utiliser des applications legacy qui tournent dans votre environnement legacy pour essayer d'aller chercher de la technologie qui est là-haut dans le cloud, dans les environnements modernes. Et donc, du coup,
comme on ne peut pas évidemment stopper les environnements legacy, il faut ne pas les oublier et bien s'en occuper. Et sur ce slide, ce qu'on voit ici, c'est un certain nombre d'acronymes que vous connaissez, je suis sûr, pour beaucoup d'entre vous. Donc, on va citer les plus dramatiques, si je puis dire. Si on dit SMB, bon, bah, le problème d'SMBv1, c'est vraiment un grand problème. On a beaucoup de clients qui aujourd'hui, même dans des infras modernes, avec des serveurs 2019, eh ben, ont toujours du SMBv1 qui tourne par la force des choses. On va retrouver aussi tout ce qui concerne NTLM V1, V2 nécessaire. On va trouver aussi le fameux KRBTGT, qui est le compte interne des contrôleurs de domaine Kerberos, où Microsoft et l'ANSI disent qu'il doit être reseté tous les 3 mois, et on s'aperçoit que chez nos clients, ça fait 3 ans qu'il n'a pas été changé. Donc, sans rentrer dans tous les détails, tout ce qui est devant nous ici, c'est juste en fait des axes de travail pour renforcer la sécurité. Par exemple, les scheduled tasks, tout le monde a des tâches d'exécution, mais souvent elles utilisent, on va dire parfois, elles utilisent des scripts avec des comptes à fort privilège qui utilisent des mots de passe en clair. Ça pourrait être un script PowerShell crypté avec un certificat, etc., etc. Donc, en fait, là, je vois aussi l'interface WMI juste devant moi, WMIC. Bon, Dieu sait si c'est puissant, le WMI, mais Dieu sait si on peut se faire aussi attaquer sur tout ce qui est remote exécution au travers de WMI. Donc, tout ça pour dire que on a de la technologie on-premise, legacy, qu'il faut impérativement moderniser. Et vous avez dû constater, vous l'avez vu bien sûr, que depuis ces dernières années, on a beaucoup d'attaques sur l'Active Directory. L'Active Directory est fortement patché aujourd'hui par Microsoft, vraiment. Et vous avez vu ces derniers mois que parce que l'AD était très patché, de plus en plus robuste, merci Microsoft et à l'écosystème de bien travailler là-dessus, et ben maintenant, les hackers s'en prenaient à Exchange. Donc, en fait, il faut se dire que l'environnement on-prem a besoin d'être non pas repris en main, mais d'être bien considéré, et que le fait que tous nos PC Windows, que tous nos utilisateurs soient connectés dans l'environnement legacy on-prem avec tous ces protocoles, eh bien, ça rend l'infrastructure assez faible. Et c'est pour ça qu'au final, on a le droit de se poser la question oui, mais moi, je n'ai pas trop envie d'aller dans le cloud parce qu'on m'a dit que le cloud, ce n'était pas sûr. En vérité, là, il faudrait qu'on discute un peu. Peut-être que c'est l'environnement legacy on-prem qui n'est pas sûr, et peut-être que c'est le cloud qui est hyper sûr. Donc, voilà pour le contexte, si je puis dire. D'ailleurs, Jean-François, tu disais justement, je vais aussi te reposer une autre question, c'est que, comme tu as dit qu'effectivement, on-prem, on utilise pas mal de protocoles faibles, ou alors des protocoles qui sont, on va dire, de plus en plus, on va dire, vulnérables en termes de sécurité. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, un petit peu comment procède, en quelques mots rapidos, comment procèdent finalement les attaquants, quels sont les types de phases d'une attaque jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de chiffré, par exemple. Merci de poser la question comme ça, c'est vraiment bien. Donc là, en fait, il faut lire ce schéma de gauche à droite. Ce schéma, il est extrait d'ailleurs d'un rapport qui est émis par le MDDR, là, le Microsoft Defense Report de Microsoft. Donc, il y en a un qui est sorti d'ailleurs en octobre 2021, un gros document de 80 pages qui est vraiment extra, donc où Microsoft fait le point sur toutes les attaques et les vulnérabilités auxquelles ils ont été confrontés au niveau worldwide, bien entendu. Donc vous voyez, RDP brut poste. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un accès RDP. Peu importe qu'on fasse un accès RDP avec un client Microsoft ou avec un environnement type Citrix, hein, ou pour ne citer que, bon, avec ça, on a 100% des accès à distance en mode terminal. Donc, les premières attaques peuvent avoir lieu directement à partir du protocole RDP. Donc, comment sécuriser le protocole RDP? Parce qu'on a besoin du protocole RDP ou de Citrix pour accéder à les plateformes. Donc, premier point. Après, tout ce qui est exposition à Internet. Donc, exposition à Internet, ça veut dire quoi? Je suis avec mon PC, je suis en train de surfer sur le web parce que j'ai le droit, c'est autorisé, et parce qu'il le faut pour pouvoir travailler peut-être, ou peut-être aussi pour me divertir quand il s'agit de se divertir. Et là, exposition de mon système au travers de l'Internet à cause du browser ou d'un composant qui se promène sur le web. Et troisième chose, tout ce qui est, au sens large du terme, les applications mal configurées qui font que finalement,
ben, j'ai installé une petite application sympa sur mon PC, mais en vérité, cette application, elle n'est pas du tout sympa. Et globalement, c'est peut-être un espèce de troyen qui va ouvrir une backdoor sur mon système et qui va faire que ben, petit à petit, je vais perdre la main sur ma machine. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine n'est plus ma machine, mais cette machine devient une machine de rebond qui va être utilisée par quelqu'un, évidemment, qui va vouloir prendre la main sur ce qu'il y a derrière. Et puis, en allant sur la droite, hein, on va voir qu'une fois qu'on a réussi à passer cette étape, une fois que le hacker a réussi à passer cette étape de premier accès sur le système, eh bien, en fonction de ce qu'il va être capable d'utiliser comme premières informations, il va utiliser des outils comme Mimikatz ou comme d'autres qui vont lui permettre en fait d'aller voler ce qu'on appelle les secrets LSA. Donc, alors, les secrets LSA, Local Security Authority, hein, LSASS ou Windows, c'est vraiment, alors LSASS au niveau Windows sur une machine membre d'un domaine ou standalone et LSASS s'agissant d'un contrôleur de domaine. Hein, on a le LSASS de deux côtés. Donc, essayer de récupérer des données secrètes, comme on dit, hein, qui vont permettre là encore d'exploiter, de prendre possession d'autres éléments qui vont nous permettre d'avancer. D'autres aussi coffres-forts, hein, le Credential Vault, c'est là qu'un certain nombre de credentials sont stockés pour rendre l'utilisation du PC plus élégante. Hein. Quand vous enregistrez vos mots de passe avec votre browser, avec Chrome, avec Edge ou avec une autre application, il faut bien se rendre compte que les secrets ils sont bien quelque part. Alors, ils sont protégés, certes, mais le hacker, lui, va être capable d'en prendre possession et ainsi de commencer à naviguer en se faisant passer par vous. Et puis, on continue. Une fois qu'on a la main sur le système et qu'on a des secrets puissants, eh bien, on va essayer de se décaler, c'est-à-dire de passer sur la machine d'à côté. Et c'est là où c'est très important, c'est-à-dire que on sait comme l'intimité qui existe entre un poste de travail Windows, un serveur Windows ou aussi un macOS qui serait intégré dans un domaine Active Directory ou un Linux qui serait intégré dans un domaine Active Directory et le Secure Channel, ça permet à l'attaquant qui a pris possession du PC de rebondir en toute sécurité, pour lui, évidemment, le hacker, vers une machine qui est beaucoup plus intéressante. Donc pour faire ces mouvements latéraux, on va pouvoir, par exemple, rebondir sur l'interface WMI ou tout autre moyen de rebondir de gauche à droite, permettez-moi l'expression, et ainsi de prendre possession d'un système qui est plus intéressant pour le hacker. Et alors après, ce qui est dramatique, c'est la persistance. La persistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit des opérations qui sont liées aux équipes IT, hein, vous voyez ici, par exemple, les tasks schedulées, des services qui tournent, qui font leur job, des comptes qui sont créés hein, parce que c'est nécessaire, des GPO qui permettent de gérer vos environnements. En fait, ce qu'il faut s'apercevoir, c'est qu'en fait, les hackers sont capables de se noyer dans la masse. C'est-à-dire que ben, des tasks planifiés dans votre infra, vous en avez peut-être 220. Ben, à compter d'aujourd'hui, il y en a 221. Et là, il y a une task qui est noyée dans la masse et qui a été créée par un hacker et qui va exécuter les opérations en toute sérénité sans que personne ne s'en rende compte. Donc ça, c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des sortes de backdoors qui sont en place dans l'infra et qui sont comme j'allais dire, des antennes. C'est-à-dire que ces backdoors attendent un signal du hacker qui pourra lancer une attaque beaucoup plus puissante, hein, comme pourquoi pas déclencher le crypto-locage d'un de vos serveurs préférés, hein, ou pourquoi pas un déni de service total, boum, il y a tout qui tombe et c'est la fin du monde. Donc, ce schéma qui est tiré de ce rapport Microsoft montre bien les techniques qui sont empruntées par les hackers et qui font que, comment dire, ils sont de plus en plus intelligents, ces hackers, ils sont de plus en plus puissants et ils utilisent le cloud. C'est-à-dire que là, on a parlé d'éléments qui étaient positionnés on-prem, mais il faut se dire que c'est vraiment terrible. C'est d'ailleurs ce qui est montré sur ce slide aussi, issu du rapport Microsoft, du dernier rapport d'octobre 2021. C'est qu'en fait, vous avez des nouveaux modèles de ransomware qui sont en mode… Alors, le mode SaaS, c'est pour tout ce qui est software as a service. Ben là, vous avez le mode RAS, c'est tout ce qui est ransomware as a service. Et franchement, si vous cherchez un peu sur le web,
c'est tellement choquant, il y a de quoi tomber par terre. C'est-à-dire que n'importe qui, avec quelques centaines ou milliers d'euros, peut acheter, d'accord, un kit de type race et dire ben, je vais lancer une attaque et eux, je vais les défoncer. Et c'est dramatique. C'est pour ça que non seulement les attaques sont de plus en plus puissantes, hein, mais les outils d'attaque sont de plus en plus puissants. Et c'est pour ça que il nous faut des technos. Et tout à l'heure, Céphala va en parler beaucoup avec toute la partie Defender. Il nous faut des technos de protection qui soient juste au niveau de la qualité de ces attaques. D'accord. Voilà, je crois que j'ai essayé de dire comme quoi c'était chaud. Et juste pour répondre au point important, parce qu'il faut qu'on se dépêche pour ne pas qu'on prenne trop Oui, de oui. retard. Oui. Ça, c'est le nouveau donc Digital Report de Microsoft. Donc, alors, il y en a toujours un à octobre. Donc là, c'est celui de octobre ici 2021. Il reprend quand même pas mal de choses. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez un petit peu les pays en fait, qui sont targetés par les cyberattaques, hein, comme on peut le voir ici. Donc, n'hésitez pas à lire ces bouquins. On vous a mis le lien. C'est super intéressant. Et juste un truc important, c'est que Microsoft a porté le budget de la sécurité sur 20 milliards sur 5 ans. Donc, ils ont fait x4 pour justement essayer d'apporter toutes ces technologies autour du cloud pour pouvoir en fait finalement le protéger. C'est juste indispensable, hein, parce que si on considère que il y a tellement d'entreprises qui sont aujourd'hui dans un tenant Office 365, mais bien sûr, tout ça, ça veut dire Azure Active Directory. C'est juste indispensable de la part de Microsoft de s'assurer que ce qui est là-haut est protégé à 2000%. Et justement, on verra tout à l'heure qu'ils ne sont pas seuls avec le groupe NISA dont on parlera. Oui. On verra effectivement qu'il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de smooths qui sont en train de se créer pour justement essayer de se protéger contre ces cyberattaquants. Alors justement là, on vient de parler, on vient de vous dresser le tableau des vulnérabilités, des attaques, des budgets, etc. Et on va voir un petit peu donc, le concept du Zero Trust et surtout comment on va pouvoir finalement se protéger de manière optimale et de manière, en fait, si je peux dire simple, contre toutes ces cyberattaques qui arrivent en fait un peu de partout, dont pour la plupart, on n'a même plus la maîtrise en fait pour pouvoir se défendre, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'ils sont tellement de plus en plus puissants qu'aujourd'hui, un simple antivirus, par exemple, ça ne suffit plus. Ah oui, c'est clair. Ça ne suffit plus. Il va falloir mettre un peu plus d'intelligence derrière, il va falloir mettre un peu plus de mindset pour pouvoir justement se protéger. Le concept du Zero Trust, vas-y, je t'en prie. Le concept du Zero Trust, ce qui est très important à comprendre, c'est le mindset en fait, qui va vous déterminer quelle sera votre posture de sécurité. Ce qui est très important, c'est 3 choses. C'est la vérification explicite, le privilège minimum et les suppose une violation. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'à chaque signal qui va être demandé, à chaque signal que vous allez recevoir dans votre Active Directory ou dans votre Azure Active Directory, doit être considéré comme une violation. C'est-à-dire que vous vous comportez comme un firewall. Tout ce qui rentre devra d'abord être surveillé et surtout vérifié explicitement. Donc, là, en termes de vérification explicite, on va parler d'identité, c'est-à-dire qu'on va vérifier la personne, les accès, est-ce qu'elle a le droit ou pas. Et après, on va aller plus loin, parce que vous avez vu dans la D avant, finalement, on avait des groupes d'accès, et puis on contrôlait que la partie accès. Là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller contrôler ce qu'on appelle les trusted locations, les emplacements sources réseau. On va contrôler également tout ce qui est état de santé de l'utilisateur et du device, très important. Est-ce qu'il y a un ransomware dedans? Est-ce qu'il est jailbreaké, etc., etc. On va également contrôler les données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont classifiés, est-ce qu'ils sont chiffrés ou pas, en fonction des organisations. Et puis, bien entendu, le merge de tout ça, c'est qu'on va contrôler ce qu'on appelle le user behavior, donc le comportement des utilisateurs et des connexions au niveau anomalie. Et vous imaginez bien que pour faire tout ça, il vous faut quand même des systèmes assez sophistiqués. Ensuite, en deuxième point, on va parler de privilèges d'accès minimum. Ça, c'est super important parce qu'à un instant T, sur un tenant, on ne doit plus, en tout cas aujourd'hui, avoir un global admin ou des comptes administrateurs permanents. Ce n'est plus possible avec ce qui se passe aujourd'hui, même si on a du MFA, il va falloir mettre en place cette stratégie-là du just-in-time access. Tout simplement, en 2 mots, c'est vous allez vous demander ou vous octroyer les droits pour faire une action. Une fois que vous avez fini votre action, vos droits sont révoqués automatiquement. Ça, c'est important. Et le dernier point, c'est supposer une violation, c'est-à-dire que déjà, en fait, c'est de se dire qu'on peut se faire attaquer
c'est de s'admettre qu'on n'est pas en fait sécure à 100%, et donc forcément de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est le mindset finalement Zero Trust, c'est Never Trust, Always Verify. Ce n'est pas un produit, le mindset, encore une fois, je le répète, c'est une multitude de produits et de concepts qui va faire en sorte que vous allez mettre en place une stratégie pérenne. Donc, c'est vraiment un puzzle, tout simplement. Il y a quelque chose, j'aimerais rajouter, Céphala, c'est sur la partie, des fois on n'insiste pas assez dessus, sur la partie suppose une violation qui se comporte comme un firewall. En fait, l'avant-dernière ligne, vous voyez, il y a micro-segmentation et réseau. Aujourd'hui, la sécurité, elle est souvent portée par les équipes réseau. Et les équipes réseau, c'est quoi? C'est les firewalls, c'est les VLAN, c'est en gros les deux éléments d'intrusion, c'est les éléments du Lego qu'ils utilisent. Et le terme micro-segmentation est un terme hyper important parce que le terme micro-segmentation, il n'est pas du tout en rapport avec le réseau. Lui, c'est focus application. C'est-à-dire que l'objectif, c'est tout est bloqué tout le temps et maintenant, j'utilise ma messagerie. Quel est le niveau de sécurité exigé pour bien utiliser ma messagerie? Maintenant, je dois ouvrir un fichier sur OneDrive. Quel est le niveau de sécurité exigé pour ouvrir ce fichier qui est un fichier ultra confidentiel? Et quand on parle de micro-segmentation, c'est vraiment de la micro-segmentation applicative. Et quand on parle des réseaux, aujourd'hui, il faut être conscient que les réseaux sont, entre guillemets, malheureusement, comment dire, plus qu'interconnectés. Vous voyez, puisque les utilisateurs, en grande partie, ils ont le droit aujourd'hui de travailler depuis l'extérieur. Donc, le réseau interne privé de l'entreprise, il n'est plus vraiment privé, puisqu'on a grandement ouvert ces réseaux avec justement les usages collaboratifs, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur cette petite ligne. Et justement, comme on disait tout à l'heure, ça revient aussi, de toute façon, ça revient au concept de ce qu'on appelle de la vérification explicite, c'est qu'à chaque fois, pour accéder à n'importe quelle information ou n'importe quelle donnée, on va d'abord, bien entendu, vérifier l'intégrité des données, les appareils, les données, et puis ensuite les emplacements réseau, donc, et aussi la partie micro-segmentation, ce qui est très important. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y a un an et demi en arrière, on avait fait plus ou moins la même session. On s'était concentré sur les identités. C'est-à-dire qu'effectivement, et aujourd'hui, ça reste le cas, votre identité reste le point central de vos projets cloud, que ce soit sur la partie mise en place ou que ce soit sur la partie sécurité. De toute façon, les identités sont et resteront toujours la pierre angulaire. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on va marier maintenant les identités avec les endpoints. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous mettez en place la sécurité d'identité, mais par contre, vos postes, vous identifiez, c'est-à-dire les éléments sources qui vous permettent de vous connecter ne sont pas patchés, sont vulnérables, en fait, forcément, votre stratégie devient caduque et ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qui fait que dans ce modèle Zero Trust, on va venir faire merger les identités et les périphériques pour construire en fait notre modèle Zero Trust afin d'accéder aux données, aux applications, à l'infra et à la partie réseau. Alors, vas-y Jean-François, si tu veux dire un mot sur ce slide-là. Oui, globalement, c'est une vue du slide précédent, en fait. voilà, avec quelques chiffres en plus. Donc, le modèle Zero Trust, il permet en fait, en fonction d'un contexte, c'est-à-dire où est-ce qu'est l'utilisateur, dans quel état est son PC, de quel type d'utilisateur il s'agit, est-ce que c'est un utilisateur entre guillemets de type simple ou est-ce que c'est un VIP ou un super admin? En fonction de tout ça, on va donner plus ou moins de contrôle à cet ensemble, c'est-à-dire l'utilisateur sur son device. Et puis, ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Et de l'autre, il y a la réalité. La réalité, c'est que, voilà, donc aujourd'hui, dans les infras, c'est quoi les axes de vulnérabilité? Ça, c'est basé sur les statistiques Microsoft au niveau worldwide, au niveau de tout ce qui est les centaines de milliers, voire les millions de tenants qui existent aujourd'hui Office 365 et Azure Active Directory. 80% des violations impliquent l'utilisation de mots de passe perdus au volet. Donc ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tant qu'on utilise les mots de passe pour accéder à son environnement, ça veut dire que globalement, on est susceptible d'être considéré dans cet élément de faiblesse.
les environnements de type BIOD avec des devices donc, qui ne sont pas sécurisés par les équipes IT, c'est un vrai problème. Donc, ce qu'il faut, c'est que les devices soient vraiment sous contrôle, donc voilà, les périphériques soient vraiment sous contrôle en fait, de l'infrastructure, avec des solutions puissantes qui viennent justement évaluer en temps réel l'état de santé du device pour être sûr que on a le droit de travailler, et en cas de faiblesse du device parce qu'il se passe quelque chose de particulier dessus, et là, on a beau être un admin, on ne peut plus faire ce qu'on doit faire tout simplement parce que le device n'est plus assez sûr. Et puis un chiffre qui fait frémir aussi, 579 attaques de mots de passe par seconde, c'est juste délirant. Enfin, voilà quoi. Évidemment, le phishing, c'est vraiment 3 fois sur 4 comme ça que la première, je dirais, attaque est réalisée par le hacker. Donc, toujours bien éduquer les utilisateurs pour leur dire attention, si vous avez un doute sur ce document, ça ressemble à un partenaire, mais tiens, c'est bizarre, là, c'est un peu différent. Là, vraiment, faut pas y aller, et il faut prévenir le service IT qui, lui, fera la recherche qui va bien pour être sûr, pour voir s'il s'agit d'une attaque ou pas. Enfin, voilà. Tout à l'heure, Céphala parlait de MISA. MISA, c'est une association qui existe depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui a pour objet de regrouper autour de Microsoft en fait les plus grands acteurs du monde du réseau et de la sécurité, et des applications qui offrent des services de sécurité aux infrastructures. Donc, il y a plus de 200 partenaires, les plus grands, ils y sont tous, on va dire. Hein, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est sur ce slide, qui est un peu un mixte qu'on avait fait avec Céphala, c'est qu'en fait, il ressort en réalité que on a 3 énormes contributeurs, enfin 2 surtout, hein, mais après, on va dire tous ceux qui nous aident à analyser ce qui se passe sur le cloud, dans le cloud. C'est vraiment Microsoft et Google. Et Microsoft et Google ont vraiment pris à bras le corps le problème de la sécurité des environnements dès que le Covid est apparu et que les premières attaques ont été lancées, parce que vous l'avez vu, hein, quand il y a eu le Covid et donc les premiers confinements et donc les premières ouvertures de réseau pour pouvoir travailler à la maison à distance en mode open, si je puis dire, bon, dans la foulée, hein, on a eu toutes ces attaques vers les gouvernements, vers les organismes gouvernementaux, les hôpitaux, les centres de recherche, et ça continue, hein, on n'est pas du tout en baisse, hein, on est toujours là-dedans. Donc, il faut savoir, comme on le disait tout à l'heure, le cloud, c'est bien, mais c'est aussi pas bien. Et du coup, la puissance du cloud, lorsqu'elle utilise cette puissance pour attaquer les entreprises, c'est juste dramatique. Et c'est pour ça que l'organisme d'études Forrester a publié un document, un bel article, vous avez le lien, qui dit voilà, que les tech titans en fait, sont en train de transformer le monde de la cybersécurité. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une boîte aux lettres Gmail sans avoir de la sécurité autour. On ne peut pas avoir un tenant Office 365 avec tous les services que vous connaissez sans avoir de la sécurité autour. Peu importe que ce soit de la sécurité Microsoft avec le Defender ou une autre solution, hein, si le client… Mais ce qu'il faut, c'est que la sécurité elle soit dans la boîte, hein, parce que sinon, c'est juste la catastrophe. Donc l'idée d'aller consommer de la sécurité avec des solutions de type SaaS, je pense que c'est vraiment une bonne approche. Il faut faire le pas et faire évoluer les solutions de protection on-prem, même lorsqu'elles sont bien maintenues, vers les nouvelles générations de solutions qui sont proposées par les grands fournisseurs dans le modèle SaaS. Alors justement, merci Jean-François. Maintenant qu'on a un petit peu dressé et fait l'introduction un petit peu de ce modèle Zero Trust et de comment il se passe, etc., on va voir un petit peu maintenant, de manière ludique, comment l'implémenter au sein d'un environnement, à savoir M365 hybride. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, l'identité de toute façon sera au centre avec les endpoints pour pouvoir en fait derrière consommer vos data, vos applications, tout en ayant en fait une infra sécurisée et surtout de la segmentation en termes de réseau et aussi au niveau Trusted Location sur le public et privé pour pouvoir accéder aux données. Donc finalement, ce modèle Zero Trust va sécuriser tous les vecteurs d'attaque en fait, qu'un hacker finalement utilise pour rentrer au sein d'une organisation.
Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'accès, ce qui est très important, c'est l'accès à les identités. C'est là où notre IDP favori, Azure Active Directory, va finalement nous aider. Comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque signal, tout simplement, c'est une demande de connexion, c'est une demande d'authentification, c'est une demande d'accès pour accéder à OneDrive, à SharePoint, à Teams, en fait, ce que vous faites tous les jours. Sauf que derrière, les mécanismes, avec pas mal de choses comme le conditional access, identity protection, etc., on va finalement, comme je vous le disais, vérifier donc de manière implicite tout ce qui va se passer et ensuite on va donner les accès. Et en donnant les accès, on va soit donner les accès de manière, on va voir sur ce slide qui va être un peu plus granulaire, quand on va donner les accès, soit on va donner des accès de manière full, donc un accès full, parce qu'on aura totalement confiance à la source, soit on va donner des accès mais de manière limitée, typiquement pour tout ce qui est guest access. D'ailleurs, j'en profite entre parenthèses, il y a énormément de clients qui ont aujourd'hui des guest access sur leur Teams, mais honnêtement, je connais peut-être 10% d'entreprises qui ont une vraie stratégie pour gérer les comptes guest access. Et ça fait partie aussi du Zero Trust. Et aujourd'hui, ces fameux guest access peuvent quand même être vulnérables et effectivement vont aussi se voir rentrer en compte sur la partie Azure Active Directory et Conditional Access pour finalement respecter le schéma simple, c'est signal, détection, décision, et ensuite j'enforce ou je donne les accès. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai un signal, je l'analyse, je donne ma décision, et en fonction de ma décision, je vais renforcer ma sécurité. Donc voilà un peu la vision globale en fait. Hein, qu'on peut Alors avoir ce qui est intéressant sur ce slide, c'est Fala pour complémenter ce que tu dis, ce qui est super sur ce slide, qui comme ça a l'air un peu, non pas brouillon, mais hyper touffu, et on se dit, pétard, comment je fais pour comprendre ce truc? En vérité, c'est ni plus ni moins que le slide d'avant, mais zoomé, avec donc la partie user en haut, la partie device en bas. Et puis, il y a quoi chez Microsoft et aussi chez les partenaires? Vous voyez, par exemple, dans la partie device, en partenaire, vous allez retrouver AirWatch, vous allez retrouver Jamf. Tous ces produits s'emboîtent sur Intune ou s'emboîtent pour certains directement dans Azure AD avec le Conditional Access. Donc, en fait, ce qui est bien là, c'est que vous avez des petites briques et sur chacune de ces briques, vous avez le terme microsoftien, on va dire, par rapport au licensing Microsoft, parce que quand on regarde le licensing Microsoft, on voit qu'il y a plein de composants, Azure AD App Proxy, MCAS, Identity Protection, et on se dit, pétard, mais c'est quoi tous ces trucs? En fait, c'est juste des fonctionnalités qui, mis bout à bout, font que vous avez un environnement Zero Trust. Ça veut dire que c'est blindé ici, c'est blindé ici, c'est blindé ici, c'est blindé ici. Et c'est la somme de tout ça qui fait que votre environnement, il devient vraiment Zero Trust. Alors, on va se dépêcher, Jean-François, parce qu'il est 43. Oui, on met le turbo là, on va mettre le turbo. Et on a pas mal de slides. Ouais. Vas-y, avance. Donc, on vous a montré comment, finalement, juste pour rapido, c'est que la partie Azure AD donc, va nous aider à mettre en place la partie Zero Trust. Et ici, on va vous montrer donc l'approche étape par étape, step by step. La première chose à comprendre, c'est les offres que Microsoft propose. On a deux offres. On a l'offre M365 Defender et on a la partie Azure Defender. Azure Defender, on ne va pas en parler maintenant parce que c'est la partie Azure, donc tout ce qui est souscription workload Azure. Par contre, on va parler de la partie M365 Defender qui va, elle, regrouper les identités, les endpoints, les applications, les mails, etc., etc. Et comme vous voyez ici, en termes de défense périmétrique, on a le premier bouclier qui va être la défense des emails. Ensuite, on a la défense des périphériques et la défense des identités. Et le tout chapeauté par notre CASB préféré, qui est le Microsoft Cloud App Security, mais maintenant qui s'appelle Defender for Cloud App, parce qu'il y a un nouveau nom qui est sorti récemment. Alors, en termes de Shieldken, comme tu disais tout à l'heure, il y a une association de produits qui font qu'en fait, on va tout sécuriser. En fait, on la retrouve ici. C'est-à-dire que pour la partie mail, on va prendre Defender for Office 365 pour se défendre. Pour la partie endpoint, on a Microsoft Defender for Endpoint, donc qui est l'antivirus EDR très intelligent, qui est d'ailleurs aujourd'hui l'un des meilleurs sur le marché. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ensuite, on a la partie identité on-prem pour protéger les Active Directory avec tout ce qui est machine learning, analyse comportementale avec Defender for Identity. La partie cloud au niveau des identités avec Identity Protection et la partie CASB pour vérifier les exfiltrations de données et surtout aussi pour faire du shadow IT. Donc là, voilà un petit peu la panoplie des outils finalement qui vont vous protéger. Et puis, du coup, grâce à notre expérience, grâce à tout ce qu'on fait chez le client, pour pouvoir se défendre, on a ce modèle, donc là, il a été un peu amélioré. On essaie de l'améliorer à chaque fois.
On a 8 étapes. Pour aller rapidement dessus, sur ces 8 étapes, en fait, tout simplement, la première chose, c'est qu'on se concentre pour renforcer les identités, donc rendre l'identité plus forte, donc avec Azure AD, MFA, passwordless, etc. Ensuite, on réduit la surface d'attaque avec le conditional access que vous avez vu tout à l'heure, avec toute la brique de la vérification explicite. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la mise en place de produits EDR pour pouvoir nous aider. Donc, Defender, Endpoint, Identité, Office 365, etc. Ensuite, on va protéger les devices, faire du MAM, du MDM, du DLP for Endpoint, la station PO, afin que les administrateurs puissent se connecter uniquement depuis ce qu'on appelle des privilèges Access Workstation, etc., etc. Ensuite, deuxième partie du tableau, la partie audit log, très important. Donc, on va envoyer les logs vers du Splunk, rationaliser les logs, faire du SecOps. Le self-service, si on en a besoin, tout ce qui est SSPR, Package Access. La partie data, c'est un très gros morceau. Ça, c'est tout ce qui est rétention, sensitivity label, protection des données, chiffrement des données et aussi chiffrement avec ce qu'on appelle du DKE, du Double Key Encryption, qui va permettre de stocker, en fait, qui va permettre de wrapper la clé de Microsoft et d'avoir 2 clés de chiffrement. Donc ça, c'est important. Et puis, une fois qu'on a fini tout ça, vous avez vu, on pourra seulement déployer des services comme SharePoint, OneDrive. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les entreprises commencent par le 8 et ensuite enchaînent sur les autres, alors qu'il va falloir suivre cette stratégie. C'est ce qu'on disait au début, on a été pris par le temps, mais ce slide, c'est l'un des plus importants. Voilà. Alors, pour renforcer les secrets, je te laisserai après juste dire un truc. Vas-y, je t'en prie. Là, c'est pareil, donc MFA vient introduire pour tout le monde, donc il n'y a plus d'exception aujourd'hui. Avant, on parlait que sur les admins, maintenant c'est pour tout le monde. Que ce soit externe, donc guest, ou alors compte interne, ça doit être du MFA pour tout le monde. Ça, c'est super important. N'hésitez pas à vous baser sur le Secure Score afin d'avoir quelques idées en plus pour finalement apporter de la sécurité. Et ce qui est très important, si vous avez de l'Azure AD P2, n'hésitez pas à faire merger le Identity Protection au Conditional Access, par exemple, pour faire déclencher le MFA quand vous avez une connexion malicieuse ou quand vous avez une connexion risquée. Parce qu'en fait, il va détecter tout ce qui est token malicieux, tout ce qui est identité malicieuse pour pouvoir déclencher des actions. Tout à fait. Jean-François. Alors là, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est un peu la force de Microsoft si on devait comparer par exemple à Google, qui a aussi des solutions dans son environnement cloud. C'est en fait l'intégration de l'environnement du client, c'est-à-dire aujourd'hui, on a tous de l'Active Directory on-premise et donc des contrôleurs de domaine un petit peu partout sur les différents sites du client et aussi de l'Azure Active Directory pour pouvoir justement accéder aux applications SaaS qui sont là-haut dans le cloud Azure. Donc ici, sur ce slide, on peut voir qu'on a une fonctionnalité qu'on appelle en fait le Smart Lockout, qui permet en fait de rendre intelligent le blocage des comptes, c'est-à-dire que si j'ai des choses qui ne se passent pas bien, des comportements malicieux dans mon environnement legacy, on-premise, ça va déclencher en fait le blocage de mon compte dans Azure et puis vice-versa. Donc, pour ça, il y a un agent, vous voyez ici sur le slide, DC Agent Password Filter DLL, qui est en fait installé et du coup, on a un bon fonctionnement harmonieux, on va dire ça comme ça, de la gestion des comptes et de la capacité qu'on a à les bloquer lorsqu'il y a quelque chose de pas normal ce qui se passe. Ici, sur ce slide, on parle de la partie password protection. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qu'on a dans Azure Active Directory et qui permet, en fait, sur la base de dictionnaire, d'interdire des mots de passe qui, entre guillemets, seraient trop faibles. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Par exemple, vous savez, moi, je travaille par exemple avec un client qui est dans les parfums, dans le sud de la France. Donc, c'est facile de mettre comme mot de passe le nom d'une plante qui, comme ça, est très compliquée parce qu'il y a des plantes qui ont des noms très compliqués. Mais en vérité, par rapport à des attaques de type dictionnaire, c'est absolument pas compliqué. Donc l'idée, c'est justement de faire des listes de mots de passe exclus qui feront que, comme ça, on utilise des mots de passe qui sont plus sécures. Concernant les comptes de protection dont parlait tout à l'heure Céphala, plus possible aujourd'hui d'utiliser des comptes à fort privilège ou en tout cas quand on les utilise, il faut effectivement qu'ils soient utilisés avec des technos
qui vont, par exemple, comme PIM, faire que on utilisera le compte, je dirais, de manière limitée dans le temps. Et concernant les tenants Azure Active Directory, l'idée, c'est en fait de dire attention au compte d'administration du tenant et en particulier aux authentifications fortes qu'on pourrait évidemment utiliser très largement dans l'entreprise pour les utilisateurs, que ce soit avec le MFA, avec le Microsoft Authenticator sur le téléphone ou avec des clés de sécurité électronique Yubico ou d'autres qui utilisent le protocole FIDO2. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est concernant ces comptes de type break glass, les comptes break glass, c'est des comptes qu'on utilise en extrême urgence seulement. Eh bien, là, dans l'absolu, il ne faut pas utiliser de technologies avancées telles que les clés de sécurité FIDO2 pour garantir qu'on puisse toujours accéder au tenant. Effectivement, s'il y avait un dysfonctionnement chez Microsoft sur le protocole FIDO2, évidemment, c'est très embêtant parce qu'au moment d'accéder à votre tenant en tant que super admin, vous ne pouvez plus y accéder. Alors, une bonne pratique, c'est par exemple d'avoir un mot de passe très complexe, par exemple 127 caractères. On va avoir les premiers caractères qui seront stockés à un endroit, les autres caractères qui sont stockés à un autre endroit. Et le jour où on a besoin d'accéder avec ce compte très spécial au tenant Azure Active Directory, eh bien, on réunit les informations et enfin, on peut s'en servir. Ça a l'air un petit peu comme ça, comment dire, retour vers le passé, puisque là, on n'utilise pas des moyens extrêmement techniques, mais l'objectif, dans ce cas-là, c'est vraiment de garder la main sur le tenant Azure Active Directory, et c'est quelque chose que vraiment il faut faire. Genre pour ça, il faut vraiment être straightforward. Oui. Juste pour comprendre, c'est 2 comptes de secours qu'il faut avoir créés, Oui. désactiver l'expression du mot de passe et avoir aussi un audit renforcé sur ces comptes, parce que comme ils n'auront pas de MFA, on va tout simplement derrière les gérer via en fait Cloud App Security ou via d'autres modules, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont une tentative de connexion, on sera alerté directement. C'est ça. Ça, c'est la partie conditional access qu'on vous a montré tout à l'heure. Oui, on va la passer, on va aller un peu plus vite. Voilà. On va accélérer parce qu'il nous reste que 10 minutes. Et contrôle. Ensuite, ici, pour la partie conditional access, ce qui est très important, donc là, on vous a mis en place des modèles. On a 3 areas à bien respecter, la partie authentification, la partie device et la partie security policy. Donc là, vous avez pas mal d'exemples pour activer du conditional access sur le tenant. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Ce qui est très important, les reports only avant de partir en prod, le what if avant de partir en prod, et bien entendu, faire des tests, on va dire, de cohérence et de sécurité avant de mettre ça en place. Le PIM, donc le PIM, c'est Privilege Identity Management, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va vous permettre d'avoir en fait l'accès Just-in-Time Access. Donc, tout simplement activer le PIM, mettre en place tous les rôles d'administration dessus et ne pas laisser des comptes permanents. Activer le MFA sur chaque rôle. Et puis, bien entendu, le compte Global Admin ne doit pas accéder 2 heures de permanence en termes d'administration. C'est très important. Alors là, au niveau licensing, vas-y, je t'en prie. Oui, je voulais dire qu'au niveau licensing, vous pouvez le voir en haut sur le titre. Donc, on vous informe qu'il faut avoir des licences de type Azure ADP2. En fait, et parfois les clients nous disent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas d'Azure ADP2, alors comment je fais ?» En fait, ce qu'il faut, c'est vous dire qu'il faut vraiment faire du Lego, c'est-à-dire quels sont les comptes que vous devez hautement sécuriser. Si vous avez 500 utilisateurs au total et 10 managers et 5 admins, voilà, faites l'acquisition de 15 licences P2 et vous pourrez utiliser ces fonctionnalités. Donc, il ne faut pas rester bloqué. En fait, il faut consommer les licences là où il faut. OK. Ensuite, tout à l'heure, on avait parlé de la partie ATA et Defender for Identity. Donc, ça, c'est la partie protection des identités on-prem, donc il va falloir le mettre en place. ATA, celui qui est à gauche, il va falloir l'oublier parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui obsolète. Et on passera plutôt sur la partie Defender for Identity qui va vous permettre d'analyser les comportements des tickets Kerberos, d'analyser le trafic DNS ou le trafic TLM pour pouvoir apporter de la sécurité globale. Et finalement, en termes de log, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une vision SecOps, c'est que tous les outils qu'on va déployer, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer de les faire merger tous ensemble pour avoir une seule interface unique qui aujourd'hui s'appelle le M365 Security, donc security.microsoft.com, ou également faire rediriger tout ça dans Azure Sentinel pour pouvoir après derrière déclencher des playbooks qui vont eux-mêmes déclencher ce qu'on appelle des actions de remédiation pour vous protéger de manière très intelligente contre ces super.
Alors là, on va Alors, parler on y va des… très vite parce Voilà, que on y va Jean-François, très vite, très vite. il nous Allez, reste 3 minutes. c'est bon, on y va à fond. Tu vas donc passer les slides assez vite, hein. Donc, effectivement, donc, il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui sont implémentées côté Azure et bien sûr côté Windows 10, Windows 11 sur le poste de travail. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de mettre en place tout ce qui est le plus sécurisé possible. Donc, il faut utiliser l'authenticator, il faut éviter d'utiliser les SMS, bien entendu. Il faut avoir de multiples facteurs pour s'authentifier. Et l'empreinte digitale, donc la biométrie, hein, et les clés de sécurité électronique qui utilisent le protocole FIDO2 développé par Google, par Microsoft, hein, et par Yubico, donc, sont des technos qui renforcent à un très, très haut niveau donc, la phase d'ouverture de session en faisant en sorte que vous allez tendre vers le passwordless. Donc, vas-y, je t'en prie, tu peux tourner. Voilà. Une fois qu'on sait qu'on a de la technologie logicielle dans Azure d'un côté, hein, de l'autre côté sur son PC, au niveau du client, dans Windows 10, dans Windows 11, l'idée, c'est de se dire qu'en est-il au niveau du silicone. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les attaques peuvent aller jusque-là aujourd'hui. Vous pouvez avoir des attaques qui sont directement déclenchées au niveau des firmware, c'est-à-dire directement dans le BIOS des machines. Vous pouvez avoir au niveau des attaques aussi, au niveau des composants de chargement de l'operating system. Donc, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on parle de Secure PC et de Secure Server, Secure Core Server avec Windows Server 2022, qui sont des composants de sécurité qui s'enclenchent dès que la machine démarre pour faire en sorte que rien ne peut venir se positionner à cet endroit-là pour pouvoir donc protéger le système. Donc, on va vous parler de Credential Guard, de System Guard, de Secure BIO, donc c'est la partie biométrique, de Virtual TPM, de chargement sécurisé avec le Secure Launch. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont dans votre operating system et que vous devez activer et qui, dans certains cas, ne sont pas activées. Alors, typiquement, un petit zoom rapide sur Windows 10 et Windows 11. Si vous prenez Windows 11, c'est un super Windows 10 sécurisé, en résumé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services de sécurité dans Windows 10 qui ne sont pas activés par défaut. À vous de le faire. À l'inverse, hein, si vous installez un Windows 11 ou si vous achetez une machine préchargée sous Windows 11, tous les services de sécurité de Windows 11 seront activés au niveau du hard, au niveau du soft, à tous les niveaux. Donc, c'est quelque chose d'important. Après, quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de la sécurité, c'est l'utilisation des clés de sécurité électroniques FIDO2, dans un environnement hybride avec des PC qui sont donc hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois dans Active Directory et à la fois dans Azure Active Directory. Et là, ce qui est super, c'est qu'avec les versions récentes de Azure AD Connect, eh ben, vous pouvez activer cette hybridation et faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser votre clé électronique pour ouvrir une session dans votre domaine Active Directory. Alors ça ne signifie pas du tout que le protocole FIDO est descendu dans Active Directory. Ça signifie que vous allez avoir un contrôleur de domaine virtuel que vous voyez ici sur cet écran qui s'appelle ici Azure AD Kerberos. C'est d'ailleurs le nom qu'il porte toujours. Ce n'est pas vous qui choisissez le nom, il s'appelle comme ça. C'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est quelque chose qui fait que, en fait, on va pouvoir, entre guillemets, proxier une authentification Kerberos vers Azure Active Directory, de telle sorte que cette clé qui normalement est utilisable uniquement dans Azure, sera utilisable aussi sur votre PC Windows 10 au niveau du logon vers le domaine Active Directory. Vas-y, c'est fait là, je t'en prie. Pour finir, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, donc les étapes à mettre en place de manière simple, efficace et tout à votre rythme. Donc les 12 étapes finalement à mettre en place dans votre environnement hybride et M365. Là, on va parler, comme je vous l'ai dit, d'IAM, la partie AD, la gestion des accès, la partie compte, la partie authentification. Et finalement, là, vous allez petit à petit, en fonction de votre niveau et maturité, bien sûr, et aussi de votre niveau financier, ça c'est important, pour pouvoir mettre en place tous ces outils qui vont vous permettre de vous protéger de manière globale. Ce qu'on pourrait dire… On a notre to-do list ici. Notre to-do list ici, en fait, tout simplement, qui vous donne une vision globale sur tout ce qu'il faut mettre en place de manière très simple. Ce qui est très important, en fait, on parle beaucoup de choses, mais honnêtement, si vous ne patchez pas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais le mettre en rouge et tout devant. Patcher. Vous avez vu les file log4j, etc. Donc, c'est quand même important de bien prendre ce point en compte, bien entendu, et de mettre en place tout le reste.
Il y a quelque chose peut-être qu'on pourrait dire, c'est que, OK, les entreprises, elles utilisent Active Directory on-premise, bien évidemment, à 99%. Beaucoup d'entreprises utilisent Office 365, hein. On va dire 90% des entreprises aujourd'hui utilisent Office 365. Les 10% qui restent, c'est soit elles vont utiliser Office 365, soit elles ont choisi les applications Google, et donc tout ce qui est autour de l'environnement du cloud Google. C'est aussi une bonne solution. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a commencé à consommer des solutions dans le modèle SaaS là-haut, je pense que c'est, et cette présentation le montre bien, concernant Microsoft, il y a vraiment énormément de services de sécurité pour sécuriser le tenant. Et j'ai envie de dire, dans un premier temps, il faut essayer de faire un effort pour découvrir toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont implémentées dans Azure Active Directory. Par exemple, vous voyez les clés FIDO2, on n'a pas besoin de licensing pour ça. Vous pouvez utiliser le protocole FIDO2 d'ailleurs sur Outlook.com et dans votre tenant Office 365 et distribuer des clés, par exemple, à vos VIP. Ça peut être des élus, ça peut être des directeurs. Non seulement c'est ultra sécurisé, mais en plus, c'est hyper fun, c'est-à-dire que c'est ultra moderne. On peut avoir un Mac Pro, hein, parce que voilà, et puis une clé de sécurité FIDO2 et même en NFC, hein, c'est pour dire, et puis on l'approche de son PC et hop, on va se connecter directement dans son tenant Office 365 pour accéder à son OneDrive ou à son SharePoint. Donc non seulement c'est ultra sécure, mais en plus c'est flashy, comme je dis, c'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, c'est ultra moderne. Et tout ça, c'est dans la boîte. Alors, pas tout, bien sûr, mais je mettais l'accent sur la partie sécurité forte avec FI2. Ça nécessite aucun licensing. Donc, quand je vois des fois des clients qui mettent en place des solutions qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, des fois plus, hein, pour faire de l'authentification forte avec des clés électroniques, hein, et je leur dis, mais tu as regardé quand même ce qu'il y avait de base dans Azure Active Directory? Ah non, mais ça, c'est Microsoft, ça. C'est-à-dire que le client, il va répondre ça. Bah oui, ben, aujourd'hui, il y a un environnement ultra sécure, c'est vraiment l'environnement Azure Active Directory. Et il faut découvrir toutes ces fonctionnalités et après adapter son licensing en fonction de l'usage. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour Merci beaucoup, Stéphane et Jean-François. Oui, il y a pas mal de quelques questions. Alors, oui. j'ai répondu un peu par message. Okay. J'ai une question super intéressante de Walid. Salut Walid, hein, je te salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Et effectivement, c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec Jean-François. Il parle effectivement quand il y a des pannes sur le cloud, hein, que ce soit AWS ou Azure, hein, ça peut arriver. Et puis il demande si on pouvait avoir en fait finalement une offre hybride avec Azure Stack pour pallier finalement un système de PCA-PRA. En fait, pas vraiment, parce que Microsoft fait un truc de manière un peu plus… Enfin, c'est plus intelligent que ça, c'est qu'ils ont deux modes dans Azure AD. On en a parlé hier, on a le mode donc classique qui fonctionne et on a le mode dégradé qui propose de la résilience. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft a durci, on va dire, le niveau enfin, il a augmenté le niveau de SLA, donc on est à 99,99% en termes de disponibilité du service Azure AD. Et en plus de ça, je vous rappelle une chose, hein, c'est que le service Azure AD chez Microsoft, c'est le service le plus critique au niveau worldwide. C'est-à-dire que s'il tombe en panne, il n'y a plus rien qui marche. Donc vous imaginez bien que toute la structure derrière qui est mise en place, ça peut fonctionner. Et puis en plus de ça, en fait, comme je le disais à Walid, c'est que plutôt que de faire de l'hybridation avec Azure Stack, eux, ce qu'ils vont proposer, c'est en fait des data centers plus ou moins dormants qui vont en fait venir s'activer quand on a des problèmes sur certains data centers pour éviter en fait une panne générale. Ce qui fait que quand tu as une panne en général, elle est très localisée, elle ne peut pas se propager au niveau worldwide. Donc, ce qui fait que le 99,99%, il est respecté dans tous les cas. Voilà. Après, pour répondre à pas de souci, il y a un truc important aussi, dans les conditional access, ici je vais vous montrer un truc. Quand vous faites un peu… Alors, attendez, non, ce n'était pas celle-là, c'était celle-là, excusez-moi 2 secondes. En fait, ce mode résilience dont je te parle, Walid, on est aussi capable de le désactiver parce qu'on a des trucs un peu qui ne fonctionnent pas très bien, où on ne veut pas être redirigé vers d'autres data centers.
d'accord, en cas de panne, ce qui fait que, du coup, ça dépend si vous voulez l'activer ou pas, mais en fait, on peut, dans les conditional access ici, arriver par exemple sur une conditional access, dans la partie session, venir ici et jouer avec la resilience par défaut, d'accord? Donc, alors, bien entendu, ce n'est pas recommandé de la désactiver, mais dans certains cas, on va pouvoir le faire. Et vous avez aussi le CAE, le Continuous Access Evaluation, qui a été mis ici. Avant, il était en fait au niveau du Continuous Access, au niveau de la racine. Maintenant, il est ici. En 2 mots, ça permet de faire en fait de la vérification quasi temps réel entre le changement de paramètres de l'utilisateur. Ça, c'est très important. En fait, ça a été rajouté il y a quelques mois par Microsoft, effectivement. Ça veut dire que dans les applications Office 365, par exemple OneDrive ou SharePoint Online, en fait, comment dire, au moment où vous utilisez OneDrive et où vous allez faire une action, par exemple, ouvrir un fichier, eh bien, en fait, une évaluation temps réel va à nouveau se déclencher pour vérifier si, en termes de contexte, tout est OK pour que vous puissiez ouvrir le fichier que vous souhaitez ouvrir. Donc, ce côté temps réel, c'est quelque chose d'hyper important parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, quand vous accédez à votre tenant, les évaluations sont réalisées et tout est bien ou tout est moins bien. En fonction de ça, vous avez des accès qui vont bien. Mais là, en fait, ce qui est sympa, c'est que directement dans le code des applications, il y a cet appel à ces API qui fait que ça fonctionne en temps réel. Du coup, s'il y a eu un changement entre l'état de l'ordinateur, par exemple, ou l'état de votre session, entre le moment où vous êtes connecté et l'instant où vous faites l'opération, et bien là, vous pouvez très bien avoir un access denied ou un refus, justement, pour ouvrir le dit fichier. C'est vraiment super. Pour répondre à Frédéric, salut Fred, je te salue aussi, que je connais très bien. Effectivement, je peux comprendre que le PIM au quotidien, c'est un calvaire, je sais, mais malheureusement, en termes de sécurité, on n'a pas le choix. Et de toute façon, aujourd'hui, quand vous allez vous faire auditer par un auditeur sérieux, ce qui est important, c'est qu'il va voir quel est finalement votre accès privilège, comment il est géré. Donc, la recommandation, c'est Station Po, PIM et FIDO2. C'est très important à respecter ces 3 piliers pour pouvoir gérer les comptes à haut privilège sur les infrastructures cloud. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Parce qu'après, il va falloir rendre la main. Oui, ça va, on a encore 2 minutes. J'ai vu que Nadia était déjà là, mais juste, est-ce qu'on peut, il y a une question qui était posée tout à l'heure, et tu en parlais un peu par rapport à Log4j. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire là sur les environnements Microsoft, clairement? Alors, intéressant que tu poses la question. Sur Log4j, déjà, il faut savoir, là, on va parler un peu Azure, parce qu'en fait, j'ai déjà participé, comme j'ai pas mal de clients sur Azure, il faut savoir que tous les mécanismes de sécurité Azure, à savoir Azure Defender, enfin maintenant qui s'appelle Defender for Cloud, ou alors tout ce qui est le Azure Gateway, les WAF, etc., en fait, ont incorporé le module de protection contre Log4j. Donc, ce qui fait que tous vos systèmes… Même le variant 3, là, parce qu'il y a un 3e variant de Log4j. Exactement. Alors, le variant 3, tu sais, le premier, il était classé 10 sur 10 en termes de vulnérabilité. Le 3, il est sur 3 et quelques, donc il est moins dangereux. Et avec du patch, on va pouvoir le pallier. Et ce qui est intéressant, c'est que Sentinel peut aussi vous aider à trouver les softwares qui ne sont pas patchés pour vous proposer le patcher, parce qu'il va détecter cette faille-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc effectivement, toute la partie Azure aujourd'hui a été patchée, mais de manière très, très rapide par Microsoft pour répondre à cette problématique de Log4j. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de clients sur Azure et on a mis en place toute cette sécurité avec Defender. Et aujourd'hui, on est complètement protégé parce qu'on peut faire de la remédiation avec Sentinel, on peut déclencher des playbooks et parce qu'on est capable de détecter cette faille, chose qui n'était pas facile avant la mise à jour de Microsoft. D'accord. Clairement, par exemple, pour un utilisateur qui n'a pas Sentinel, mais qui a juste Defender, juste le fait qu'il soit à jour, c'est suffisant. Il n'y a rien à activer. Effectivement, il faut que ça soit à jour. Il faut aussi mettre en place les mises à jour sur ces applicatifs. D'accord. Du Java, en général, tu es exposé. Donc, je crois que de mémoire, c'est de la 2 jusqu'à la 2.14 ou la 2.16, je ne me rappelle plus la version. Mais il va falloir déjà se mettre à jour, ça c'est sûr. Ensuite, sur vos firewalls, activer ce qu'on appelle la partie IDS
en mode bloc, ce qui fait que ça permet de bloquer tout ce qui est signature malicieuse, etc. Et puis dans Azure, si vous n'avez pas Sentinel effectivement et que vous n'avez que la partie Defender, Defender va aussi vous protéger, que ce soit sur des machines Linux, que ce soit sur des machines Windows, va également apporter cette protection contre le Log4j, effectivement. Ok, parfait. Merci beaucoup, Stéphana et Jean-François. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais a priori, on a fait le tour. Pareil, merci pour cette belle présentation. Je crois, Stéphana, je ne sais plus si tu me l'as déjà envoyé. Mais, je vais te l'envoyer, oui. Je vais te l'envoyer rapidos après. Ouais. Elle sera partagée donc, dans un drive. J'ai déjà donné accès à pas mal de monde. Si vous n'avez pas encore reçu le lien, vous allez le recevoir dans la matinée là, pour pouvoir accéder à l'ensemble des présentations des différents intervenants. Pareil, la vidéo sera mise en ligne dans la matinée sur la chaîne YouTube Chéo Technologies pour que ceux qui ont raté le début ou qui ont raté la vidéo puissent revoir cette belle présentation. Donc, un grand merci, Stéphana et Jean-François. Merci à toi. Et à bientôt. Merci, Shafik. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. Bientôt. Bye bye. Salut. Ciao. Salut. Salut, Seth.